Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas vraiment de temps pour filmer, mais qu'on veut vraiment poster une vidéo la semaine d'après? On sort tous les vieux bouts de vlog qu'on n'a pas utilisés, puis on patente de quoi? Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vous présente la dernière vidéo de ma série « Est-ce que les booktubers ont bon goût? » En fait, dans ce qu'il me restait de vlogs préfilmés qu'il faut vraiment utiliser cette année en 2023, j'avais les favoris de 3 booktubeuses québécoises et de 2 booktubeuses européennes. C'était au départ prévu pour être 2 vidéos séparées, mais on s'entend, j'ai fini ni une ni l'autre, donc on fait un beau mash-up et c'est aujourd'hui que je vous présente tout ça. Si on se rappelle, en mars, j'avais fait une énorme liste de booktubers où j'avais parlé des favoris qui me tentaient. J'ai déjà parlé de favoris de booktubers québécois, européens, anglophones la semaine passée et maintenant, c'est ce qui reste. Sans plus tarder, on va y aller et je vais vous présenter les booktubers en question et leurs favoris dans lesquels j'aurais pu piocher. Chez Cindy Landes, j'avais repéré beaucoup de choses. C'est particulier parce qu'on lit pas la même chose, mais on a des goûts qui se recoupent. Donc, dans ses favoris, ce qui me tentait, c'était Hidden Pictures, qui est là, je le vois, je me lèverai pas pour aller le chercher, Betty, Soleil amer, et finalement, La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Je vous laisse écouter Cindy et les mots qui ont su me décider à lire son choix. Betty de Tiffany McDaniel. Et cette jeune Betty, elle est fille d'une mère blanche et d'un père Cherokee et elle va d'ailleurs hériter la teinte de peau un peu plus foncée de son père. Et elle va donc souffrir de racisme de la part de ses camarades de classe. Elle va avoir une vie plutôt difficile. Il y a aussi le climat familial qui est très difficile, surtout en raison de sa relation avec sa mère. D'ailleurs, on va apprendre à connaître l'histoire de sa mère dans ce livre. Heureusement, il y a beaucoup de touches de lumière également parce que, à l'inverse de sa mère, son père, lui, est tellement... c'est tellement un beau personnage, un bon papa et c'est tellement beau. Bon, je viens de commencer Betty de Tiffany McDaniels. J'en ai juste 4-5 chapitres de lus, mais j'aime donc bien la plume. J'aime donc bien le personnage du papa. Ah, mon Dieu, je sens que j'avais vraiment aimé ce roman. Tu sais, ça me fait pas ça si souvent que ça, commencer à lire puis dire... Ah ouais, là je viens de tomber sur un truc. La narratrice s'appelle Betty, elle est une petite fille au début du roman et elle nous raconte son histoire, en particulier avec ses parents et son papa qui est un Indien Cherokee. Son papa, il est né au début du siècle aux États-Unis. C'était pas une bonne période pour être Cherokee. En fait, ça l'est pas encore, mais c'était encore plus pire dans ce temps-là. Donc la petite Betty le voit plus grand que nature, le voit comme un grand magicien et elle va nous raconter son histoire et l'histoire de sa famille qui est très particulière, qui est proche de la nature, qui est un petit peu nomade. Là, je suis rendue là. J'aime énormément la voix du personnage, mais surtout, je suis presque tombée amoureuse de ce papa. La façon qu'il a d'expliquer les choses à ses enfants, sa façon de voir la vie, les métaphores qu'il utilise, il me plaît énormément. Ce que j'espère, c'est qu'ils n'en feront pas un personnage tout d'une pièce et qu'il va avoir également des défauts. Mais en tout cas, là, pour l'instant, j'adore ça. J'ai très hâte de continuer et de voir si ça va continuer à me plaire tout autant. On se retrouve quelques jours plus tard parce que j'ai terminé Betty de Tiffany McDaniel et c'était une fabuleuse lecture. J'ai tellement aimé ça. Pourtant, là, tout ce qui est nature writing, tout ce genre de trucs-là, normalement, c'est pas les choses vers lesquelles je suis attirée tout de suite. Mais là, j'ai tellement aimé ça. Ah, que c'était chouette. Bon, je me rappelle plus du tout ce que je vous ai dit dans le clip précédent, donc je vais peut-être radoter, je vais peut-être m'amuser au montage, moi, c'est fou! Mais c'est sûr que je vous ai parlé du personnage du papa parce qu'il éclaire ce livre d'une lumière fabuleuse. Pourtant, il n'y a pas une enfance parfaite. Il est loin d'être parfait, ce monsieur-là. Il fait ce qu'il peut, mais il réussit à nourrir ses enfants de légendes. Il leur rend la vie plus belle alors que, sincèrement, la vie à l'endroit où il habite, elle est pas faite pour eux. Il y a de la violence partout, il y a du racisme. C'est épouvantable la façon dont ils sont traités. Et malgré tout, il réussit à rendre ça un peu mystique, un peu magique. C'est tellement beau. Par contre, il faut pas se le cacher, on a une famille qui est extrêmement dysfonctionnelle. La maman, elle va pas bien. Il y a un des personnages, oh mon Dieu, qui est horrible. On a le goût de le baffer, mais qui est terrible. Même à l'intérieur de la famille, là, c'est pas un petit cocon béni, là, ça va vraiment pas toujours bien.
C'est un roman qui est émouvant, qui est touchant. On a 3 histoires de passage à l'âge adulte parce qu'il y a une très très belle histoire de sororité dans tout ça aussi. 3 sœurs qui sont très différentes, qui se supportent. Oh, les petits papiers, c'est tellement mignon. Mais malgré tout, elles vont pas du tout vivre les choses de la même façon parce qu'elles sont différentes. Et on a aussi la découverte de l'écriture qui va être rédemptrice et qui va permettre d'aller plus loin. J'ai trouvé ce roman-là magnifique. Sincèrement, je m'attendais à rien. Je m'attendais à m'emmerder, mais lisez-le, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Dans la liste de Anne de Littérarum, j'avais pratiquement tout lu. Il y avait les livres de Hank Green que j'avais pas lus et il y avait celui que j'ai choisi, Loveless de Alice Oseman. Et je vous laisse écouter Anne et ensuite je vous laisse avec ce que moi j'en ai pensé. Là-dedans, on suit l'histoire de Georgia. Elle arrive à l'université, puis là, elle est comme loin de sa famille, puis elle est loin de ses 2 meilleurs amis en plus. Mais tu sais, ça va être comme le passage à l'âge adulte, puis elle va réaliser qu'elle est comme vraiment pas comme les autres. Et c'est aussi là-dedans qu'elle va découvrir qu'elle est aromantique, asexuelle. Fait que c'est un livre LGBTQ qui a tellement de la bonne représentation, puis évidemment, elle, le personnage principal, est comme c'est vraiment axé là-dessus le livre, mais c'est aussi comme juste un livre où c'est un fait, genre. Il y a aussi autour d'elle plein de personnages, de comme plein d'identités, puis genre c'était tellement relatable. Comme juste les questionnements, puis comment tu te sens par rapport aux autres, j'étais genre... Es-tu dans ma tête? Je viens donc vous faire un petit update parce que j'ai commencé Loveless de Alice Oseman et j'en ai lu à peu près la moitié, puis j'ai des trucs à dire parce que je trouve ça quand même assez cool comme roman. Ça me plaît vraiment beaucoup, puis c'est une représentation qu'on voit pas souvent et j'ai trouvé ça drôlement intéressant de voir cette façon de penser-là qui était représentée dans un livre et bien faite, donc... J'aime ça, ce que je lis jusqu'à maintenant. Si vous trouvez que j'ai l'air maganée, c'est normal, j'ai la COVID, c'est fabuleux. Je suis toujours chez mes parents sont en bas, je suis en haut, ils sont à la limite de faire poser un ascenseur pour me livrer mes plats. Mais en fait, j'avais eu un gros souper samedi, puis comme j'avais vu beaucoup de monde, ma mère m'avait mis en isolement préventif au 2e étage, donc je les ai pas vus depuis samedi. Une chance, parce que finalement, elle avait raison, je l'ai eu, la COVID. Mais bon, ma mère a de légères inquiétudes face à la COVID, ce qui fait que, et c'est un peu drôle, quand j'ai dit aux gens, bon, j'ai testé positif, la première question que tout le monde m'a posée, c'est pas « puis comment ça va », c'est « comment va ta mère ». Loveless, donc, je vais vous conter un petit peu ma vie. Promis, j'irai pas trop dans les détails. De toute façon, ce serait pas si intéressant. Et le thème du jour, c'est les relations amoureuses et moi. C'est tout un poème, comme vous allez pouvoir le voir. On va le dire d'emblée, je suis pas la fille la plus romantique de la Terre. Pour moi, avoir un conjoint, ça n'a jamais été une priorité. Puis surtout quand j'en avais un TPO, c'est parfait, temps partiel occasionnel. Pas avec moi, bon, ça a toujours été comme ça. Puis il y a pas longtemps, je relisais mes journaux intimes de quand j'étais jeune et il y a une phrase que j'avais écrite qui disait « On dirait que je tombe en amour à retardement ». C'est-à-dire que pour avoir un kick sur quelqu'un, là, il fallait que la personne aille triper sur moi bien longtemps puis que je me décide à triper. Sauf qu'une fois que moi, je me disais que peut-être que, oui, éventuellement, je pourrais être intéressée, mais le mec, il était passé à d'autres choses. Ça faisait 6 mois qu'il était rendu ailleurs. Fait que ça a toujours été un peu ça. Mes chums, ils ont été bien patients. En plus de ça, pour avoir un kick sur quelqu'un, pour triper sur un mec, il faut que je le décide. Tu sais, un coup de foudre, une attirance, moi, ça arrive pas tout seul. Il faut que je décide. Et ça se fait dans un processus très conscient. J'ai été en amour plusieurs fois. J'ai eu des peines d'amour, mesdames et messieurs. Mais le début du truc, c'était toujours une décision consciente et la plupart du temps éclairée. Bon, peut-être pas quand j'étais ado, mais plus tard quand même. Ok, non, je suis pas en train de dire que j'avais fait des bons choix. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais c'était très clair dans ma tête pourquoi j'embarquais dans ce truc-là. Là, on revient à Loveless. Puis vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Georgia, le personnage principal de Loveless, elle arrive à l'université. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à elle, un nouveau monde. C'est une héroïne qui aimerait vivre le grand amour, mais ça lui est jamais arrivé. Non seulement ça lui arrive pas, mais l'idée de contact physique, ça l'écœure un petit peu, puis elle comprend pas ce qui est en train d'y arriver. Est-ce qu'elle est trop difficile? Est-ce que c'est juste qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne? Et elle se pose toutes ces questions-là. Pourquoi chez 99% des gens, le flirt, les relations amoureuses, le fait de tomber en amour, ça se fait facilement et pour elle, c'est tellement limite contre nature. Donc, vous l'aurez compris, on va explorer la sexualité, l'aromantisme. Et l'autrice est elle-même aromantique, asexuelle, donc je pense qu'elle sait de quoi elle parle. En tout cas, ça sonne terriblement vrai, les propos de Georgia. À date, c'est cette partie-là que je préfère. Toute cette exploration-là, tout ce questionnement-là, et même moi qui n'ai pas asexuelle,
Je suis peut-être un petit peu aromantique, peut-être demi-romantique. En tout cas, c'était tellement les réflexions que j'avais quand j'étais ado. Me faire creuser, là, ça me mettait physiquement mal à l'aise. Et ça me met encore physiquement mal à l'aise. Je déteste ça. Tu sais, quand j'étais ado, je me sauvais. C'était pas une blague, là. Tout ça pour dire que je trouve ça génial de normaliser ces choses-là. Et surtout qu'on en parle et surtout que ce soit vu de façon positive. Elle a un groupe d'amis géniaux, elle a 2 meilleures amies, puis elle va rencontrer une roommate qui est extrêmement différente d'elle. Mais chacune des relations est intéressante puis surtout bienveillante, même si chacun des personnages fait des erreurs à un moment donné. Il y a personne de parfait. Et c'est comme ça dans les amitiés, on va tous en faire des erreurs des fois, puis bon, ben ils sont capables de se parler puis de passer par-dessus. Ça, je trouve ça génial. Et le fait qu'on mette les amitiés en avant. Oui, ça parle d'amour romantique, de l'absence d'amour romantique, mais c'est l'amitié qui est en première place, qui est à l'avant-plan. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'espère que ça va continuer comme ça, que l'amitié va être encore mise en avant dans le reste du roman. À date, ça me plaît énormément et je vous en reparle quand je l'aurai terminé. Ça devrait pas être trop long, je suis embarrée en haut, là, j'ai pas grand chose à faire. Je devrais finir ce soir. Hello, je suis de retour. On est le lendemain et j'ai terminé Loveless de Alice Oseman. Quand je vous ai parlé hier, je pense que j'étais encore dans le trip que j'aimais ben ça. Finalement, il faut vraiment pas que je touche à la table, hein, parce que la caméra fait déjà qu'elle est un peu croche. On va y arriver. Bref, la fin de Loveless. Comment dire? C'était long un peu. En fait, j'ai beaucoup aimé la quête de Georgia. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit terriblement imparfaite, qu'elle fasse toutes les conneries du monde, qu'il y ait des amitiés qui restent malgré les erreurs. Mais toute la deuxième partie, ça devenait un peu une comédie de mœurs, genre les comédies de Shakespeare, là, avec toutes sortes de confusion. Ben, c'est un peu normal, en fait, vu qu'il y a une société théâtrale de Shakespeare. En fait, c'était probablement voulu. Bref, quand même, toute cette deuxième partie-là, je l'ai trouvée un petit peu inutile, un peu longuette, un peu pleine de coups de théâtre qui sont pas si crédibles et bon, ça m'a moins marqué. En résumé, la quête d'identité est chouette, mais toute la deuxième partie, un gros bof. En plus de ça, là où est mon gros bémol, moi, c'est le traitement d'un certain personnage. Ceux qui l'ont lu, c'est le personnage de Rooney. Ça, j'ai pas mal moins aimé ça. En fait, c'est correct là que ça soit traité comme ça existe, ça arrive, mais j'aurais aimé ça que pour une fois qu'on voyait ce type de personnage-là, que ça soit pas ça, l'explication. Autant que je trouvais que c'était un personnage qui était cool, qui était intéressant, je trouve qu'on l'a réduit à un seul aspect de sa personnalité, et ça m'a un petit peu dérangé. En gros, j'aurais mis 4 étoiles au début, genre 3, 2.5 à la fin. Fait que j'ai mis 3.5 pour que ça ressemble à peu près. Puis là, je dis que j'ai mis 3.5, mais ça compte juste dans mon tableau, là, parce que mes étoiles, ils veulent rien dire. C'est juste du plaisir de lecture. Par contre, il y a des références chouettes là-dedans. Je les ai toutes mis en story. Bon, pas toutes, mais quelques-unes. Entre autres, ça parle de Doctor Who. Comment on peut résister à Doctor Who? On peut pas, c'est clair. On peut pas. Ouais, ça paraît un peu. Je suis malade quand même, hein? Ouais, puis j'apprends pas vite à pas faire branler la table. Dans les choix de Elise de A Book and a Cup, d'ailleurs, c'est celle qui organise cette année le Cold Winter Challenge, et je vous invite à participer parce que Elise, c'est une personne qui est adorable. Elise avait donc beaucoup aimé Lake Lore de Anna-Marie McLamore, ou Anne-Marie L. Book of Night de Holly Black, City of Brass, ainsi que Sunbearer Trials. Je vous laisse écouter Elise qui vous parle du livre que j'ai choisi. On a déjà Book of Night, je l'ai adoré, je l'ai lu en livre audio, il est assez court aussi, ça c'est l'avantage de Holly Black, c'est que ses livres fantasy sont courts. Elle n'écrit pas des pavés, elle va droit au but. C'est un roman adulte, urban fantasy, qu'on sortait de son univers de fées, d'habitude comme le prince cruel et tout ça, que les gens étaient déçus, mais moi je l'ai vraiment adoré. Le personnage principal de Charlie, c'est devenu un de mes personnages préférés, genre de tous les livres que j'ai lus. Lui par exemple, je pense que c'est un de mes coups de cœur de 2023 à cause de ce qu'il m'a fait vivre. Ce qui permet de catégoriser un livre en coup de cœur, au final pour moi je pense, c'est le niveau émotionnel. Au-delà de objectivement j'ai adoré le livre, il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe. Et avec ce livre-là, c'était le cas. Et j'ai extrêmement hâte de lire la suite parce que pendant un moment, j'ai eu peur que ce soit un stand-alone. Et vu la façon dont il finit, j'étais en choc profond. J'ai donc commencé The Book of Night de Holly Black. C'est une autrice que je n'ai jamais lue. Donc, je commence le roman avec zéro attente. J'avais entendu dire qu'elle avait une plume fantabuleuse et que c'était des univers fantasy hyper développés, hyper politiques. Par contre, ici, on est dans la bonne vieille urban fantasy. J'en ai à peu près 80 pages de lus et j'avoue que j'aime beaucoup à date. En fait, c'est régressif comme truc, là. Il y a un moment où j'en lisais tellement.
On est donc avec un personnage principal qui s'appelle Charlie, et Charlie est une ex-escroquinette. Je pense pas que ce mot-là existe, mais quand je pense à elle, je pense toujours à ce mot-là, donc je l'utilise tout le temps. Désolée. Par contre, après des années de danger, elle a décidé de se ranger. Les deux mots se ressemblent, hein? Hey, ça rime full. J'ai une full rime, sans même faire exprès. Et maintenant, elle est serveuse dans un bar en haut d'où était son ancien employeur, et quand même un bar avec ses particularités. C'est un univers où il y a une magie des ombres, il y a quelques magiciens qui travaillent les ombres de certaines façons, et lors d'une soirée, pauvre fille, non seulement son auto ne démarre pas, mais en plus, elle se fait proposer une job, puis elle est hyper curieuse. En fait, le trouble, elle aime ça. En plus de ça, en retournant chez elle, je vous rappelle qu'elle y va à pied parce que son char est scrap, elle va tomber sur un cadavre et sur un mystérieux personnage qui a d'étranges mains. Je vous en dirai pas plus pour ne rien gâcher du plaisir de la découverte, mais ici, elle a un copain qui s'appelle Vince, qui est un sans-ombre, et moi, je suis sûre que ce Vince-là, il y a plein de choses à cacher. Je suis certaine. Mais à date, j'ai pas encore vu arriver de mâle alpha méchant et ténébreux. En fait, la lecture de ce roman-là, on se rappelle que c'est la faute d'Élise, m'a fait réaliser que, en fait, j'avais vraiment envie de lire une bonne urban fantasy. On va espérer que ça continue de se dérouler aussi bien et je vous en reparle un peu plus tard. Bon, j'en suis donc à la moitié du livre de la nuit de Holly Black. Et si vous vous demandez pourquoi le drôle de cadrage, c'est qu'en fait, mon téléphone est installé sur mon trépied puis je veux pas désajuster le trépied pour quand je vais refilmer là. J'étais juste tannée d'être assis là. Fait que je me suis assise à terre. C'était peut-être pas l'idée du siècle, en fait. Bon, ça fait presque une semaine que je suis dans ce roman-là. À date, moi, j'aime beaucoup. Mais comme je vous disais, j'avais le goût d'urban fantasy. C'est un roman qui prend son temps pour se mettre en place. Où est-ce que j'en suis? Il s'est passé quand même beaucoup de choses, mais on est vraiment à découvrir qui sont nos personnages, qui est Charlie. C'est un personnage que j'adore parce qu'elle prend un tas de mauvaises décisions, là. C'est capoté. T'sais, on dirait qu'elle cherche le trouble, mais peut-être qu'elle aime ça, en fait, le trouble. Donc, ça me plaît les moments dans le présent, les moments dans le passé, les dilemmes auxquels elle a à faire face. Ce sont des dilemmes d'adultes et ça, je trouve ça intéressant. Puis, je tripe sur les entêtes de chapitres. Je sais pas si vous voyez, là. Elles sont super belles. J'ai lu un petit peu partout que c'était le pire roman de Holly Black, mais en fait, j'ai vraiment de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il reproche au roman. Faudrait que j'aille lire les avis, mais je vais y aller vraiment après quand j'aurai terminé ma lecture. Genre, je veux pas avoir une mauvaise idée puis commencer à avoir juste des affaires poches parce que, à date, je passe un excellent moment. Voilà! J'ai terminé The Book of Night de Holly Black et franchement, j'ai bien aimé ça. Entendons-nous, c'est pas une lecture qui m'a fait palpiter, qui m'a fait me poser toutes sortes de questions. Je suis tombée en amour avec aucun personnage là-dedans, mais l'héroïne, Charlie, le personnage principal, je l'aime bien en fait. Elle a le don pour se mettre les pieds dans les plats. J'aurais aimé la connaître davantage. Comme beaucoup de personnages. En fait, il y a beaucoup de personnages, puis c'est peut-être un petit peu difficile de se démêler au début. Là, je viens de botter la caméra, puis comme j'essaie de filmer sans retour caméra et que ça me tente pas de me lever pour aller vérifier, je prends une chance. Si vous vous attendez à avoir une grande romance épique, on n'est pas là-dedans non plus. C'est de l'urban fantasy avec une romance à l'arrière-plan. Peut-être. Vers la fin, l'action s'accélère et j'étais plus capable de lâcher mon roman. Pour moi, c'est donc une très bonne lecture. Comme je disais d'un autre clip, je suis allée voir sur Goodreads puis j'ai vu que les notes étaient très moyennes. Mais là, j'attends d'écrire mon billet avant d'aller lire les reviews pour pas me laisser influencer. Et j'ai vu des gens qui disaient que c'est le pire livre qu'ils avaient jamais lu de leur vie, là. Pour moi, pas du tout. Ça se laisse lire. J'ai passé un bon moment de lecture. Mon principal reproche, ça serait que la mythologie, c'est quelque chose avec les ombres. Les ombres qui peuvent être modifiées, qui peuvent faire certaines sortes de choses. Puis quand je dis les ombres, c'est les vraies ombres, là. C'est celle-là là, qui doit être dans ma face et qui doit me donner un drôle d'air présentement. Bref, une ombre. Et ça aurait pu être davantage développé. Je suis pas sûre que je comprenais tant pourquoi les gens tenaient tant à avoir leurs ombres modifiées. Oui, il y a certains avantages, mais pourquoi? Ceci dit, j'ai beaucoup aimé la fin. J'aime ça, ce genre de finale-là. Et j'ai très très hâte de voir comment ça va continuer dans le deuxième tome parce qu'il y a une fin assez particulière pour que je veuille lire la suite. Donc, c'était le choix de Élise de A Book and a Cup. J'ai passé un bon moment. Et ouais, Holly Black, je vais peut-être la relire. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de cette autrice-là? Je suis curieuse et j'attends dans les commentaires. Si on continue avec les françaises, il y a Jeannot Solive. Elle avait adoré Martin Eden, Cléopâtre et Frankenstein, ainsi que 7 Days in June. Me semble que c'est elle qui avait aimé La cloche de détresse aussi, me semble. Le livre que j'ai choisi dans sa liste faisait partie également de la liste de favoris de mon ami sous le ciel, donc je me suis fait un plaisir de le lire et de vous en parler.
et c'est Martin Eden de Jack London. C'est le seul classique de cette sélection et c'est l'histoire de Martin Eden. C'est un marin de 20 ans qui vient des quartiers pauvres d'Auckland et un jour il va se retrouver dans une petite bagarre en mode 15h République et il va aider un boug à pas se faire caillasser et pour le remercier, ce fameux boug va l'inviter à une soirée. À cette soirée, il va lui présenter sa sœur et notre personnage Martin, il va être très vite croque-love. Sauf qu'on a un petit écart social qui va le mettre mal. C'est-à-dire que là, on est sur une jeune femme plutôt bourgeoise. Il va essayer de s'instruire, il a envie de devenir écrivain, mais il se rend compte qu'il n'a pas forcément le bon langage et qu'il n'arrive pas à séduire cette zouzette, même s'il y aurait quand même un peu moyen. Et donc du coup, il va essayer de s'élever un petit peu dans la société, de s'instruire et de changer de classe sociale pour la pécho. Et en fait, pendant tout le livre, on va le suivre pendant cette ascension et comment il devient un auteur reconnu, mais où petit à petit, ça va le mener à sa perte. C'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de s'élever dans la société pour se rendre compte qu'en général, en haut, c'est pas fifou, c'est peut-être même moins joli qu'en bas. C'est hyper facile de se plonger dedans, l'écriture elle est hyper simple, c'est beau, c'est bien écrit, donc je recommande fortement. J'ai donc lu Martin Eden, qui était parmi les favoris de plusieurs des Booktubers que j'avais choisis, mais en fait, je l'avais pas sélectionné pour aucun. Tu sais, je vous disais une année que j'avais l'esprit de contradiction, mais ça ressemble pas mal à ça. Je l'avais pas sélectionné, par contre, je l'ai lu. Ouais, ça va jusque-là. Martin Eden, c'est de Jack London, et c'est un auteur qui me faisait un peu peur. Pourtant, là, j'ai adoré. On est loin de Cro-Blanc, là. Moi, j'avais peur, tu sais, j'avais eu peur quand j'étais flotte, quand j'avais écouté Cro-Blanc à la télé. Mais ici, on est loin de tout ça. On parle, en fait, d'un homme qui veut écrire. On parle aussi d'un homme qui est un transfuge de classe et pour qui ça va pas se passer si bien que ça. Martin Eden, il est marin et un jour, il va sauver la vie de quelqu'un qui va l'inviter chez lui pour le remercier. Il va rencontrer la sœur de cette personne-là. Il va tomber follement en amour et il va décider de s'élever pour être à sa hauteur. C'est un homme qui est autodidacte, qui est brillant et qui est convaincu de sa propre brillantitude, n'est-ce pas? Il ne se prend pas pour du 7-Up flat. Et le fait d'avoir appris par lui-même, ça l'a éloigné des idées reçues. Alors, il n'y a pas d'idées toutes faites. Lui, il pense comme il pense, puis tant pis ce qui est à la mode, tant pis ce qui est bien. Bien selon les sachants, bien sûr. On va donc voir l'évolution de Martin et c'est une vraie réflexion sur les classes sociales qu'il y avait à l'époque, comment c'est difficile, comment on se sent entre deux. Et ça, c'est hyper triste à voir quand on voit Martin qui essaie, ça marche pas comme il voudrait, il fait plus partie d'un monde, il fait pas encore partie de l'autre, bref, il est étranger partout. C'est un roman que Jack London considère aussi un peu comme autobiographique. Ça parle de l'édition, ça parle de toutes les désillusions qu'il y a eu avec le monde de l'édition, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas non plus, le copinage, bref. Il n'y trouve pas nécessairement son compte et on va voir si ça va fonctionner ou pas, mais on est vraiment dans la désillusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce que c'est la valeur littéraire? Et qu'est-ce qui vaut le coup finalement? Tout le monde m'avait dit de lire ça. Tout le monde m'avait dit que c'était pour moi, que c'était un livre qui parle de livres, qu'il fallait que je lise ça. Puis je boquais, puis je disais non, moi j'aimerais pas ça, c'est clair, parce que tout le monde aime ça. Ben il avait raison, parce que j'ai vraiment aimé ça. Certes, Martin, des fois, il gosse parce qu'il se trouve donc meilleur que tout le monde, tu sais. Il est plus brillant, plus intelligent, plus incompris. Ça, il y a ça dans ce roman-là, certes. Mais quand même, tu sais, on va savoir que c'est quelque chose qu'on a vu quand même assez souvent chez certains auteurs. On nommera personne. Moi, ça m'a passionnée. Certes, les personnages féminins sont pas top. Ok, il faut pas les juger avec les critères actuels, mais sincèrement, l'intérêt amoureux est insignifiant. C'est épouvantable. Par contre, il y a un vrai souffle dans le roman. Moi, j'ai adoré suivre ses aventures. C'est passionnant. Et la critique sociale est très bien faite. Très appuyée, mais très bien faite. Et c'est intéressant parce qu'on comprend comment c'était à cette époque-là dans le monde de l'édition. Et aussi comment ça se passait quand on essayait de changer de classe, de changer de milieu. Alors, c'est un roman que je vous conseille, moi aussi, un classique qui est très abordable selon moi. Et il faudrait que j'arrête de bouger, on dirait que je danse avec mes mains ce soir. Je suis un peu trop énervée, je pense. Alors voilà, c'était Martin Eden. Finalement, dans la liste de Nabolita, dont je ne vous avais pas parlé non plus parce que le roman que je voulais vraiment lire dans sa liste, je le trouvais nulle part. Mais finalement, je l'ai trouvé. Merci la bibliothèque. Je l'ai lu et je vous laisse avec ces mots en premier et les miens par la suite. Vigdis la farouche de Sigrid Undset. C'était puissant, c'était excellemment réalisé, c'est court et pourtant tout y est, c'est complexe, c'est... En fait, c'est réalisé d'une main de maître parce que en si peu de pages, et encore les chapitres sont courts et c'est écrit plutôt gros, Sigrid Undset, elle arrive à caractériser les personnages, à mettre des scènes fortes, à dénoncer,
à nous prendre dans une espèce de petite épopée quand même malgré tout, parce qu'on va suivre toute la vie de Big 10 et on n'a pas l'impression que les choses vont trop vite, on est avec le personnage. On s'entend. Moi, quand on me dit saga islandaise moderne, tu sais, ça me crie « Karine, lis-moi, lis-moi, lis-moi ». J'aime les sagas islandaises. J'aime le style factuel, les phrases courtes, assez hachées en fait. Vous savez, on va à l'essentiel, le temps passe rapidement, on est touc 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 touc. Et pourtant, dans ce roman-là, c'est hyper court, il y a 180 pages, l'autrice, elle va réussir à nous faire ressentir la froideur, l'immensité du territoire, la rudesse du climat, mais on n'est pas du tout dans des longues descriptions lyriques, là, pas pantoute, et pourtant, la beauté de ce paysage-là, on le ressent. Est-ce que je vous ai dit de quoi je parlais? Je parle de Vigdis la farouche de Sigrid Undset. Ça a été écrit en 1909. Donc, moderne, oui, on s'entend, parce que les sagas islandaises, ça se passe plus habituellement au 10-11e siècle. Puis je pense qu'on est d'ailleurs au 10-11e siècle. Hein. Il y a le roi Olaf qui fait un peu apparition, moi. C'est à peu près dans ce bout-là. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. C'est une autrice que je veux lire, que je veux relire. Et elle a écrit Christine Lavrenstader, quelque chose comme ça. Ça me tente au bout, mais ça a 1000 pages. Fait que j'ai un petit peu peur, on s'entend. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui part avec son oncle. Ils font naufrage en quelque part, c'était normal dans ce temps-là, et ils vont être recueillis par le père de Vigdis. Ils vont leur offrir l'hospitalité. Vigdis et ce jeune homme-là, ben, ils vont pas s'haïr en fait, ils vont se trouver très très cute, mais ça veut pas dire pour autant que Vigdis va vouloir l'épouser, et notre jeune homme, il va commettre l'impardonnable. Il se le fera pas tant pardonner, vous allez voir. En fait, dans cet univers-là, la vie est rude, on vit pour la conquête, pour la vengeance. On a la morale un petit peu élastique, on s'entend, surtout quand il s'agit d'enlever la vie à ses semblables. Genre, on peut racheter la vie avec des sacs de patates. J'exagère, pas des sacs de patates. Mais quand même. On a des personnages pleins de failles, des personnages qui commettent des actes atroces, mais on a aussi des gens qui évoluent. Et là, je parle d'une vraie évolution au cours de l'histoire. Le personnage de Vigdis, là, il est extraordinaire. Déjà, il est né dans une famille quand même progressiste parce que son père lui permettait de choisir son époux, mais c'est une femme forte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut pas, ce qu'elle est pas prête à accepter. Elle est extrêmement fière, quitte à piler parfois sur son bonheur parce qu'il y a des choses qu'elle peut pas pardonner. Puis, elle a raison, mais on voit qu'elle bataille à l'intérieur d'elle-même. En résumé, c'est un court roman, j'ai beaucoup aimé. Je peux facilement vous recommander de le lire si vous avez le goût de découvrir ce style-là. Les sagas islandaises, là, c'est moderne, là, mais quand même, ça donne une petite idée de ce que ça peut avoir l'air. La seule chose dont j'aurais aimé entendre davantage parler, c'est qu'on est vraiment à l'époque du roi Olaf, c'est-à-dire le premier roi chrétien. Et moi, là, c'est un thème que j'adore. Quand on arrive avec la confrontation des anciennes croyances et l'arrivée du Dieu unique, j'aurais aimé ça qu'on en ait plus de ça. Mais je peux comprendre d'un autre côté que, à part quand on avait vraiment le temps de penser à ça, quand on est pris pour essayer de vivre au quotidien, ben peut-être qu'on s'occupe un peu moins de ces choses-là. Mais j'aurais aimé ça que ça aille plus loin à ce niveau-là. Très très bonne lecture donc, et je vous la recommande. Alors voilà, c'est la fin de cette série de vidéos en 2023, mais c'est clair que je recommence pour 2024. J'ai déjà commencé à mettre en liste toutes les vidéos qui parlent de vos favoris de cette année. Si vous en avez fait une d'ailleurs, mettez-moi là dans les commentaires et je vais pouvoir peut-être choisir un de vos préférés pour l'année prochaine. J'adore faire ce genre de vidéos, je fais des découvertes et ça c'est cool, j'aime ça découvrir. Alors, si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji en forme de livre ou de cœur, parce que ce sont des livres qui ont été beaucoup aimés. Vous voyez, je suis d'une originalité folle. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!